Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, la sortie du Premier ministre à Koudougou dans le Boul-Tchemdé. Béon Luc Adolphe Tiao y est allé rencontrer les forces vives de la région et faire le bilan de la célébration de la fête de l'indépendance. Les activités entrant dans le cadre de la 7e rentrée RTB se débute ce soir même avec une soirée dédiée aux académiciens des échos de la manifestation qui se déroulera en direct des jardins de la télévision nationale du Burkina. Et puis dans cette édition, il sera aussi question de la situation au Mali entre prise d'otages en Algérie et prise de mesures sécuritaires dans de nombreux pays. L'on prône la prudence autour des infrastructures françaises. Cela dit, les membres du comité d'organisation du 11 décembre à Koudougou se sont retrouvés ce matin autour du Premier ministre pour faire le bilan des activités menées. Au-delà du satisfecit qui se dégage, des instructions ont été données pour que les chantiers en cours soient achevés d'ici au 30 juin prochain. Passé ce délai, les entreprises fautives se verront appliquer les rigueurs de la loi. Le compte rendu est de Fousseni Kindo. Un dépassement de 39 millions de francs CFA sur un budget total d'environ 1 milliard de francs CFA prévu pour la fête du 11 décembre 2012 à Koudougou. L'information a été donnée ce matin dans la ville du Cavalier Rouge au cours de la réunion bilan des activités de la fête nationale. Face au Premier ministre, les différents responsables des comités d'organisation ont défendu leur bilan. Satisfaits en dépit des difficultés et des chantiers inachevés, comme la place de la Nation et la salle de spectacle, ainsi que d'autres infrastructures. La question de la cité des forces vives est revenue au cours des débats. Sur environ 360 villas attendues, 110 ont été livrées à temps, mais avec 36 qui étaient non équipées. Et pour les autres, le Premier ministre se veut ferme. À partir d'aujourd'hui, les personnes qui n'ont rien fait ou qui n'ont pratiquement rien fait sur leur terrain, que le gouverneur retire tout simplement ces terrains et qui vont être reversés au niveau du ministère de l'Habitat, et ces terrains seront cédés aux personnes au plus coûtant. Ensuite, pour les personnes qui ont commencé leur villa et ces villas sont atteintes d'un niveau d'investissement, j'ai souhaité également aussi qu'on leur donne un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour achever définitivement ces villas et les rendre habitables. Dans l'ensemble, la rencontre s'est félicitée de la bonne organisation de la manifestation et tirer des leçons. Il nous faut faire un effort pour mieux maîtriser le budget de ces manifestations et être dans un budget raisonnable. Ensuite, nous avons également aussi vu, en ce qui concerne les infrastructures que nous réalisons, de les commencer, si possible, une année avant. C'est-à-dire que si nous devons mener, par exemple, pour Dédougou, ce sera en 2014, il faut que les investissements déjà commencent en 2013. Parce qu'à Koudougou, on a commencé pratiquement les investissements 6 mois avant la manifestation. Donc, ce qui était impossible que nous puissions réaliser les infrastructures, toutes les infrastructures comme c'est le cas des cités. Pour le chef du gouvernement burkinabé, avec l'organisation de la fête nationale à Koudougou, c'est un nouveau départ pour la ville et un nouvel esprit pour les populations. Et le chef du gouvernement en a profité pour rencontrer les représentants des forces vives de la région du centre-ouest, de même que les membres du comité ad hoc sur la crise à l'université de Koudougou. Le point de la rencontre dans ce reportage de Fousseni Kindo. Autre rencontre présidée par le Premier ministre à Koudougou ce vendredi matin, celle avec les forces vives du centre-ouest et la seconde avec un comité ad hoc sur la crise à l'université de Koudougou. Les forces vives se sont félicitées de la bonne organisation des manifestations du 11 décembre à Koudougou et des réalisations effectuées à l'occasion. Dans un échange franc avec le chef du gouvernement burkinabé, les forces vives de la région du centre-ouest ont souhaité quelques réglages de pointe. Ils ont souhaité notamment être davantage mieux impliqués dans l'organisation des manifestations de cette nature, et également elles ont souhaité d'être plus associées à certaines manifestations, à certains points d'investissement lorsque le gouvernement prend certaines initiatives. Avec le Premier ministre Luc Adolphe Tiao, le comité ad hoc sur la crise à l'université de Koudougou a fait le point de ses activités et souhaité que le gouvernement burkinabé se penche davantage sur la situation des jeunes au Burkina. Toute chose qui, de l'avis du comité, peut aider à désamorcer les crises et autres tensions sociales.
Le Premier ministre avoue avoir pris bonne note et promet y travailler. On le sait, l'épicentre de la crise de 2011 au Burkina Faso était la ville de Koudougou et 2012 également a connu des manifestations à l'université de Koudougou. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré les médias ce matin. Les échanges ont porté sur la reprise des élections municipales dans 680 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion, Maître Barthélémy Kéré a dévoilé le chronogramme mis en place pour un scrutin apaisé. Nicolas Zigani. La reprise des élections municipales complémentaires est prévue pour le 17 février prochain. Déjà, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, affûte ses armes pour un scrutin apaisé. Le président de la CENI et son staff vont, à partir du 23 janvier, rencontrer les différents démembrements dans les régions. Le premier point de briefing, ce sera pourquoi est-ce que dans un certain nombre de bureaux, les élections ont été annulées. Et nous allons donc reprendre l'ensemble des griefs tels que ils ont été effectivement développés par le Conseil d'État. Et nous allons donc tenir ces structures-là informées et voir avec elles quelles sont les dispositions qui vont être prises pour que justement le scrutin qui va être organisé, qu'il le soit dans des conditions telles que ce genre de reproches ne nous soit plus fait. Ensuite, l'équipe de la CENI va échanger avec les partis politiques concernés par cette reprise pour partager ensemble les préoccupations. Notre souhait, c'est que toute la classe politique puisse, le cas échéant, formuler les observations idoines, les suggestions utiles pour que, avec la CENI, on puisse effectivement réaliser ces élections complémentaires avec notre objectif, c'est-à-dire l'objectif recours zéro, ce qui signifie effectivement l'acceptation par tous. L'accent sera surtout mis sur la formation des membres des bureaux de vote pour éviter à l'avenir les erreurs qui sont à l'origine de cette reprise. Notre souhait, c'est que notre peuple fasse encore la preuve de sa maturité, que ces élections puissent se dérouler vraiment dans la paix et que, voilà, les membres du bureau, l'ensemble des autres acteurs, chacun puisse effectivement jouer sa partition de manière à ce que les résultats puissent être effectivement acceptés par tout le monde. Il faut noter que ces élections municipales complémentaires font suite à l'annulation des votes dans certains bureaux. Cette reprise concerne 680 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Le comité de pilotage du programme d'appui aux collectivités territoriales a tenu ce matin à Kaya, dans le San Matenga, une session de travail consacrée à l'examen du plan de travail et du budget 2013. Ce programme qui soutient les activités des collectivités dans notre pays devra permettre de mener à bien le processus de décentralisation. Maïmouna Traoré. Au lendemain des élections couplées municipales et législatives de décembre 2012, qui ont connu l'élection de nouveaux conseillers municipaux, le comité de pilotage du programme d'appui aux collectivités territoriales consacre cette session ordinaire à l'examen et à l'adoption du plan de travail et du budget 2013 du programme. Les conclusions de ces travaux devront permettre à l'unité de coordination du PACT de mettre en œuvre les activités programmées en 2013. Le présent comité de pilotage va examiner dans les détails donc les différents programmes des composantes et adopter les budgets pour permettre maintenant à l'unité de coordination d'avoir un outil de référence qui lui permettra donc de suivre quotidiennement les acteurs de terrain. Cette rencontre du comité de pilotage a été une occasion pour ses membres de faire le bilan des activités menées en 2012, année de démarrage du programme. Dans la composante 1, qui est un appui au niveau macro-institutionnel, l'objectif a consisté essentiellement à lancer les études pour les ministères et à lancer les marchés d'acquisition de certains biens mobiliers ou de matériel roulant. Au niveau de la composante 2, c'est-à-dire l'appui direct aux communes, qui doit se lever normalement à 5 milliards pour cette année, le travail en 2012 a consisté à lancer des audits municipaux en vue d'élaborer des plans de développement institutionnel et étalés sur 4 ans. Dans la composante 3, c'est-à-dire l'appui du projet aux communautés, il s'est agi essentiellement de recruter les ONG qui vont
démarrer le travail auprès des communautés à partir de 2013. Le programme d'appui aux collectivités territoriales dans sa phase 1 touche les communes de 6 régions, les Cascades, le centre-est, le centre-nord, le centre-sud, le plateau central et le Sahel. Au terme de sa mise en œuvre en 2016, il devrait contribuer au renforcement des capacités de l'administration centrale en matière de décentralisation. Le programme devrait également contribuer au renforcement des capacités institutionnelles des communes concernées et améliorer la redevabilité des autorités locales vis-à-vis des citoyens dans les communes. Et puis nous ouvrons une fenêtre sur l'extérieur pour signaler que les États membres de la CEDEAO commencent à accélérer le processus d'envoi de contingents au Mali. Les premières troupes à fouler le sol malien sont les troupes nigérianes et togolaises. 6 jours après le début de l'intervention française au Mali, les premières troupes africaines de la mission internationale de soutien au Mali sont arrivées à Bamako. Les Nigérians et les Togolais ont été les premiers jeudi à fouler le sol malien. Des petits contingents venus en éclaireur pour régler les problèmes logistiques. 2000 soldats africains sont attendus d'ici le 26 janvier, mais cette force ne sera pas opérationnelle avant plusieurs semaines. Avec 900 hommes, le Nigeria formera le plus gros contingent de la CEDEAO. Ce sont les premiers soldats du contingent nigérian. Nous en attendons beaucoup plus d'ici une semaine. À la fin de la semaine prochaine, l'essentiel, sinon l'ensemble des soldats nigérians sera présent ici sur le terrain. On n'envoie pas tout de suite l'ensemble des troupes. C'est l'élément précurseur qui arrive avec un certain nombre d'équipements. Donc il prépare le terrain, si vous voulez, pour le déploiement du gros de la troupe. Même s'ils ne pensaient pas envoyer des troupes aussi rapidement, l'ensemble des États de la CEDEAO accélèrent leur déploiement au Mali. Le Togo, le Burkina, le Sénégal et le Niger ont promis 500 hommes, le Bénin 300 et le Ghana 120. Le Tchad annonce également l'envoi de 2000 soldats, une aide qui pourrait s'avérer précieuse car les Tchadiens sont des soldats aguerris, habitués au combat dans le désert. À terme, c'est près de 5000 soldats africains qui aideront à sécuriser les villes reprises aux djihadistes. Au Mali, les djihadistes sont surarmés. Mais avec les frappes de l'armée française, nous pensons que leur potentiel est diminué. Et la formation, l'aguerrissement que nous avons eu, nous sommes sûrs que nous pouvons intervenir efficacement sur le terrain. En attendant, la France continue de renforcer ses forces au Mali pour aider l'armée malienne à déloger les groupes islamistes armés de la ligne de front. Avec l'arrivée des troupes africaines, l'objectif est de sécuriser de manière durable l'ensemble de la zone sahélienne. Prise un peu partout pour protéger les ressortissants français, à l'image de ce qui est fait chez nous par l'ambassade de France, du moins, en collaboration avec le ministère en charge de la sécurité. Amadou Ardo Diko. Depuis le 10 janvier dernier, le président François Hollande a lancé l'opération Serval, dont l'objectif est de reconquérir le nord Mali et de lutter contre les djihadistes aux côtés de l'armée malienne. Et des dispositifs sécuritaires ont été pris en France et dans tous les pays susceptibles d'être des cibles des djihadistes. C'est dans cette perspective qu'au Burkina, un dispositif préventif a été mis sur pied. À la suite de cette intervention, il est évident, et vous les avez suivis également, il y a eu de nombreux propos d'un certain nombre de chefs terroristes qui ont menacé la France et les Occidentaux d'ailleurs, et on le voit en Algérie aujourd'hui, d'un certain nombre de ripostes éventuelles. Dans ce contexte, depuis le début de la semaine, en fait, nous travaillons en liaison très très étroite avec le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité burkinabé, qui avait même anticipé sur ce sujet, et je tiens d'ailleurs à leur féliciter et à les remercier. Nous avons donc travaillé sur les mesures qui devraient être éventuellement prises face, non pas à une augmentation de la menace, mais à des risques nouveaux du fait de la situation régionale. Comment donc déployer un certain nombre de mesures de sécurité autour des emprises françaises, que peuvent être la chancellerie, que peuvent être le lycée français, l'Institut et bien d'autres encore. Et nous l'avons fait en étroite coopération avec le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, qui lui aussi l'avait anticipé, mais d'une manière beaucoup plus générale. Car notre pays fait partie du deuxième cercle des pays frontaliers du Mali. Il a été demandé à tous les pays du monde dans lesquels la France est présente, eh bien d'étudier, surtout quand ils sont à proximité de pays qui vivent avec des mouvements terroristes, et il n'y a pas que l'Afrique, il y en a d'autres, vous le savez bien. Hein. Donc il a été demandé à tous les pays
de réfléchir au renforcement de ces mesures de sécurité. Pour ce qui concerne l'Afrique, bien, un certain nombre de pays sont concernés, mais vous devinez bien que ceux qui sont dans le premier cercle, je pense particulièrement à la Mauritanie, le Niger et le Mali, eux ont très largement renforcé leur dispositif. Ils avaient déjà anticipé depuis des mois, puisque le Mali, le Niger, la Mauritanie ont des zones rouges depuis très très longtemps, ce qui n'est pas le cas du Burkina Faso. L'ambassadeur de France lance un appel à ses compatriotes, un message de vigilance et de sérénité. J'appelle tous mes compatriotes à la sérénité, car eh bien, le Burkina est encore un pays dans lequel on peut se déplacer, dans lequel on peut vivre sereinement. Et donc je crois que le maître mot, c'est vigilance, mais aussi grande sérénité dans l'immédiat. Le Burkina, qui est solidaire dans cette lutte contre les djihadistes, a non seulement sécurisé sa frontière nord, mais prend en compte la sécurité de la vie des communautés étrangères vivant sur notre sol. Un important lot de matériel roulant et informatique a été remis à la Direction générale de la police nationale par l'ambassade de France dans notre pays. Du matériel estimé à plus de 74 millions de francs CFA et qui permettra de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police nationale. Le commentaire est de Yacouba Goro. Un important lot de matériel pour la police nationale burkinabé. Estimé à plus de 74 millions de francs CFA, le geste est de l'ambassade de France au Burkina Faso. Le don est composé de matériel spécifique de police technique et scientifique, de 6 véhicules, 13 ordinateurs et de 5 imprimantes. Ces matériels viennent contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la police nationale. Les véhicules pour les frontières informatiques sont bienvenus. Du matériel informatique optique pour nos services. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus avoir par exemple des machines à dactylographier. À ces matériels s'ajoute la réfection de la salle d'attente du bureau de réception des plaintes du commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. C'est le fruit de la bonne coopération qui existe entre le Burkina Faso et la France. On a voulu faire une cérémonie qui regroupait des matériels et des équipements donnés à plusieurs services pour mettre en avant la diversité de nos appuis et de nos partenariats avec différents services de la police nationale. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme français dénommé « Sécurité des citoyens au Burkina Faso ». Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a rencontré hier le patronat burkinabé. Il est allé échanger avec eux sur les voies et moyens de toujours maintenir des contacts cordiaux dans le cadre de la résolution d'éventuels problèmes qui viendraient à survenir. Yolande Lompo. Défendre les intérêts du secteur privé, telle est la mission du Conseil national du patronat burkinabé. Et à cette première rencontre de prise de contact avec le nouveau ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Vincent Zakané, ces membres n'ont pas manqué de lui présenter leurs préoccupations. C'est de faire de telle sorte que le monde des affaires soit un monde apaisé, un monde où il y a effectivement de bonnes conditions, où les conditions, comme je l'ai dit, législatives, réglementaires soient bonnes. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, c'est le dialogue, n'est-ce pas, qui doit prévaloir entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Cette visite de courtoisie qui se situe dans le cadre de ses relations avec les premiers partenaires de la fonction publique aura permis aux premiers responsables de ce département de faire connaissance avec le patronat et de réaffirmer la volonté du gouvernement de créer avec eux un véritable partenariat dans le cadre d'un dialogue ouvert. J'ai pris donc l'engagement devant eux de tout faire pour qu'ensemble nous puissions créer les conditions pour rechercher les solutions ensemble afin de créer un environnement propice aux affaires au Burkina et de créer un cadre pour qu'il y ait un monde du travail sécurisé, un monde du travail ouvert au développement et à l'émergence de notre pays. Composé de 69 groupements professionnels répartis dans tous les secteurs d'activité de l'économie, le Conseil national du patronat burkinabé a été créé en 1976 et compte à ce jour près de 26 000 membres de base.
Le ministre de l'économie et des finances et le représentant régional de la Banque indienne Import-Export pour l'Afrique de l'Ouest ont procédé ce matin à la signature d'un accord de prêt d'environ 11 milliards de francs CFA pour la construction de 1000 logements sociaux sur le site de Basseko à Ouagadougou. Un projet qui entre dans le cadre du programme 10 000 logements sociaux initié par le gouvernement burkinabé pour mettre à la disposition des ménages à faible revenu des logements décents. Boukari Ouedraougou. À travers cette signature de convention de prêt, le gouvernement indien, par l'entremise du Exim Bank of India, met à la disposition de l'État burkinabé 22 500 000 $ US, soit près de 11 milliards de francs CFA. Nous sommes partenaires avec l'État burkinabé très longtemps et ce nouveau projet qui concerne les logements sociaux, c'est toujours dans la perspective de Exim Bank de vouloir soutenir l'État burkinabé dans son effort de logements sociaux au profit de la population. Principal bénéficiaire, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour la construction de 1000 logements sociaux. Le principe de cette ligne de crédit est sur la base de la technologie indienne à hauteur de 80%. Prochaine démarche donc, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme compte dans les jours à venir définir avec la partie indienne le type de technologie prenant bien évidemment en compte les réalités burkinabées, terminer l'étude architecturale et procéder aux appels d'offres. Un ensemble de procédures que Yacouba Bari compte boucler au plus tard fin premier trimestre 2013 afin de procéder au démarrage effectif des travaux à partir du mois d'octobre prochain. Nous, notre ambition, c'est que vraiment fin 2014, on aimerait la position des Burkinabés, des logements qui intègrent donc la mixité sociale. Des logements sociaux composés de 500 unités de logement de type F3, 260 unités de type F4 et 20 immeubles de 240 appartements sur le site de Basenko, côté nord-ouest de la ville de Ouagadougou, à proximité de 1500 logements qui attendent leurs attributaires. Les logements sociaux et économiques, une priorité dans le département de Yacouba Bari, qui est même présentement en discussion avec le Qatar pour l'érection d'une cité d'amitié Burkina-Qatar, toujours sur le même site de Basenko. Le gouvernement a remis du matériel roulant au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, une dotation qui permettra à ce département de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Le reportage est de Oumou Sissé et Niar Kiteda. L'État burkinabé vole au secours du département de Koumba Boulibari. 16 véhicules 4x4 et 260 motos ont été remis aux structures centrales et déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette dotation a une valeur de plus de 700 millions de francs CFA. Il faut reconnaître que depuis plusieurs années, les agents se sont toujours plaints, et surtout les agents du terrain, pour dire que nous ne pouvons pas faire convenablement notre tâche parce que tout simplement nous manquons de moyens. Les circonscriptions d'éducation de base qui vont en bénéficier, mais c'est aussi les directions régionales et les directions provinciales qui vont bénéficier de ces véhicules pour faire le travail vraiment de supervision, de suivi, d'évaluation, mais particulièrement d'appui, accompagnement des structures au niveau déconcentré, mais surtout au niveau vraiment terrain. Cette dotation est la bienvenue parce que le besoin était réel, était là, et je crois que cette dotation va permettre de soulager un temps soit peu, même beaucoup même les encadreurs pédagogiques sur le terrain. Ces véhicules permettront aux agents d'améliorer la qualité du système éducatif. Cette qualité du système éducatif est aussi une préoccupation pour Plan Burkina et la société ESAF. Une préoccupation traduite par un don d'un véhicule 4x4 et 200 cartons de couscous. Voici de quoi redonner un nouveau souffle au département de Koumba Boulibari en cette année scolaire. L'École nationale des régies financières célèbre cette année ses 25 ans d'existence, un anniversaire marqué sous le signe des réflexions en vue d'en faire une structure de formation de référence pour le continent. De nombreuses activités seront menées au cours de ce jubilé et c'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée à cet effet. Nyarkiteda. 1988-2013, l'École nationale des régies financières a 25 ans. Un 25e anniversaire que l'école décide de célébrer sous le signe d'une intense réflexion. Une réflexion qui va permettre à l'ensemble des acteurs de l'école et leurs partenaires de revisiter le dispositif pour donner un souffle nouveau à la structure.
C'est l'annonce faite aux hommes des médias à cette rencontre par l'administration de l'établissement. Une rencontre qui marque justement le lancement des activités célébrant les 25 ans de son fonctionnement. Une occasion pour redéfinir le contenu du plan stratégique de l'ENAREF. C'est un plan stratégique donc, qui met l'accent sur le renforcement des capacités, sur l'élargissement des prestations donc, de l'école, sur la nécessité d'offrir à l'école de trouver des sources de financement innovantes donc, pour l'école, au lieu de se contenter seulement des sources de financement donc, qui viennent donc, de l'État. C'est aussi un plan stratégique qui va mettre l'accent, je dirais, sur les partenaires donc, que l'école doit avoir pour les années à venir. Parce que nous pensons que l'école ne doit plus seulement se contenter des partenaires classiques. Il faut que nous puissions nous ouvrir au secteur privé, il faut que nous puissions nous ouvrir aux associations, aux ONG, et puis mettre l'accent également sur tout ce qui est décentralisation. De nouveaux défis se présentent alors à l'ENAREF, qui doit élaborer de nouveaux outils de gouvernance fondés sur la qualité et la quantité. Deux valeurs qui vont guider dorénavant les prestations de l'école. Une école qui compte poursuivre le processus de la certification ISO pour se conformer aux normes internationales en matière de qualité. 2013, une année anniversaire pour l'ENAREF, c'est également une année de réflexion sur le devenir de l'ENAREF qui compte organiser des conférences publiques, des panels, un colloque international et des journées de témoignages pour parler des perspectives de l'établissement. L'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants organise du 14 au 19 janvier à Bobo-Dioulasso un atelier de formation en technique de braille au profit des enseignants et inspecteurs. Objectif, leur inculquer les pratiques pédagogiques du braille pour une meilleure prise en charge des élèves malvoyants et aveugles de leurs écoles. Ahadi Sandamba. Ils ne sont ni malvoyants ni aveugles. Ils sont à l'école de l'écriture et de la lecture braille. Eux, ce sont les enseignants et les encadreurs pédagogiques des écoles intégratistes des inspections Bobo 3 et 7. Et cette formation vise à les initier aux techniques du braille en vue d'un meilleur suivi des élèves handicapés visuels de leurs écoles respectives. Nous, encadreurs pédagogiques, je parle de moi en tant qu'inspectrice d'abord, comment les encadrer si nous-mêmes nous ne comprenons rien à ce qu'ils font. Donc c'est une belle occasion pour nous de nous initier d'abord au braille et de mieux découvrir comment prendre en charge ces enfants en difficulté et découvrir également les difficultés que les enseignants rencontrent dans ces écoles. Nous attendons pour qu'ils puissent relayer, parce que c'est en même temps une formation, mais un plaidoyer à l'intention de ces autorités qui peuvent décider pour, en tout cas, une bonne prise en compte de ces enfants dans les programmes de développement de notre système éducatif. Un plaidoyer qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. C'est un plaidoyer commun où chacun doit vraiment se battre, mais nous devons être au premier plan parce que c'est d'abord notre travail, c'est d'abord notre mission. Toute personne soucieuse, toute structure soucieuse de l'avancée de l'éducation dans notre pays, que ces structures nous viennent en aide parce que nous ne pouvons pas avancer si on laisse une partie de nos enfants malvoyants ou aveugles. Pour cette formation, la vingtaine de participants a 6 jours pour découvrir et pratiquer les techniques du braille. Une formation qui vient apporter un plus à la mise en œuvre du projet de l'éducation inclusive de la politique nationale d'éducation et d'alphabétisation. Le projet BKF 14 a organisé ce vendredi à Bobo-Dioulasso un atelier d'évaluation finale de ses acquis après 4 années d'exécution. Objectif, faire le bilan de ses activités en matière d'alphabétisation dans la région des Hauts-Bassins en vue de réfléchir sur les voies et moyens de pérenniser les acquis. Ahadi Sandamba. À cet atelier d'évaluation finale du projet BKF 14, les prévisions et les acquis sont soumis à un regard extérieur et au comité de pilotage. Il en ressort donc qu'en 48 mois d'exécution, le projet a engrangé d'énormes résultats en matière d'alphabétisation dans la région des Hauts-Bassins. Ils ont pu aussi travailler dans cette région à faire sortir des opérateurs confirmés. Ils ont pu également contribuer à l'expérimentation de 4 régionales pour permettre de maîtriser la demande d'alphabétisation dans les communes. Nous avons pu accompagner les services techniques déconcentrés
accompagner les communes pour une meilleure gestion, une meilleure gouvernance dans l'alphabétisation. Ce qui permet aujourd'hui de dire que dans la région des Hauts-Bassins, grâce au projet BKF 14, nous avons un dispositif d'alphabétisation dynamique et fonctionnel. Et aujourd'hui, le projet BKF 14 est arrivé à son terme. Pour les acteurs, l'heure est aux analyses en vue de la pérennisation des acquis. Nous sommes là aujourd'hui justement pour clôturer le projet, mais nous sommes également là pour voir dans quelle direction maintenant aller pour accompagner ces populations, car elles en ont toujours besoin. Du côté du partenaire financier, l'on se réjouit également des résultats escomptés et les regards sont désormais tournés vers d'autres domaines d'intervention. Aux acteurs maintenant de trouver les passerelles pour passer de cet état d'alphabétiser à autre chose. L'alphabétisation en elle-même, ce n'est pas une fin en soi. Donc vous passez ensuite, vous avez des ambitions. Vous essayez de vous développer, de passer à la formation professionnelle, de passer à l'emploi. Et là, le Luxembourg appuie très fortement et continue d'appuyer le pays entier et la région des Hauts-Bassins également. Pour mémoire, le projet BKF 14 a été mis en place en 2009 pour consolider les acquis de 2 phases précédentes, à savoir BKF 3 et BKF 10 en matière d'alphabétisation dans la région des Hauts-Bassins. Avec un budget d'exécution de plus de 2 milliards de francs CFA, la grande partie a été financée par le Grand-Duché du Luxembourg. Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, l'on est à l'heure de l'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle. C'est à la faveur de la tenue ce matin de la première session du comité de prévision de la sécurité alimentaire qui permet de faire le bilan de la situation alimentaire dans notre pays. Ernest Kambiri. Analyser la situation alimentaire et nutritionnelle 2012-2013 du Burkina, la première session du comité de prévision ouverte ce matin permettra de consolider les données sur la situation alimentaire courante et de mettre à jour les perspectives alimentaires du pays à partir des résultats définitifs de l'enquête permanente agricole et les revues conjointes États partenaires. Il s'agira surtout au cours des travaux d'élaborer de manière participative le bilan céréalier et alimentaire définitif et le taux de couverture des besoins du pays. La situation alimentaire nationale est appréciée à travers plusieurs types d'informations, des informations quantitatives, des informations qualitatives, et c'est la conjonction de toutes ces informations qui permettent d'apprécier une situation alimentaire objective. Alors donc vous comprenez que le travail de ce comité est très important parce que ça nous permet de faire une analyse tout à fait claire de la situation alimentaire. C'est dire donc que cette première session du comité de prévision de la situation alimentaire 2013 va procéder à l'évaluation des résultats de la campagne agricole 2012-2013, à la production d'informations fiables et consensuelles sur la situation alimentaire à soumettre au gouvernement et aux partenaires. Cet exercice permettra de formuler des recommandations et un rapport en Conseil des ministres pour adoption et les perspectives à dégager pour gagner la bataille contre l'insécurité alimentaire du Burkina. Le médiateur du Faso était chez le Moro-Naba ce matin. Madame Halima Deborah Traoré et ses collaborateurs sont allés lui témoigner leur reconnaissance pour les actions menées en faveur de la paix dans notre pays et lui souhaiter un bon jubilé pour avoir passé 30 ans sur le trône. Jacques Lamissa Tarapaga. 30 ans de règne du Mogo-Naba Bango, un fait rare dans le royaume aussi, que le médiateur du Faso est allé saluer. Halima Deborah Traoré et ses collaborateurs sont allés puiser à la source de la sagesse pour plus de succès dans leur mission. Cet instant était aussi marqué par des présentations de vœux de Nouvel An. C'est une force morale et nous pensons qu'elle a son rôle à jouer et elle joue pleinement son rôle. Et nous avons beaucoup à apprendre aussi de cette force morale dans la mesure où vous savez que le médiateur du Faso aussi accompagne, je dirais, les citoyens dans la quête d'une paix sociale. Et je pense que toutes ces forces morales jouent ce rôle. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour lui renouveler notre considération, mais également lui souhaiter qu'il puisse encore avoir d'autres années de règne
au niveau de son royaume. Le médiateur du Faso a également remis au roi son rapport d'activité de 2011, un concentré de nombreuses actions d'assistance aux administrés, des dossiers instruits, des recommandations pour une meilleure marche de l'administration burkinabé. Et je vous le disais dans les titres, les activités entrant dans le cadre de la 7e rentrée RTB débutent ce soir même avec la soirée dédiée aux académiciens. Et je vous invite donc à rejoindre en direct dans les jardins de la RTB, de la télévision nationale du Burkina, Amadou Ardo Diko et Magui Leslie Oka pour des précisions. Amadou Ardo Diko, à vous l'antenne. Bonsoir Alfred Nikema, je me retrouve ici dans les jardins de la RTB où un important dispositif a été déployé pour la réussite de cette soirée Prime Faso Academy rentrée RTB. Ce concert annonce justement les activités de cette 7e édition qui se veut majestueuse et cultissime. Et pour en parler, je reçois pour vous l'animatrice vedette de cette émission de jeunes, Magui Leslie Oka. Pour en parler, bonsoir Magui. Bonsoir Amadou, bonsoir à toi Alfred, bonsoir à toute la population. Voilà, dites-moi Magui, Faso Academy et rentrée RTB, est-ce une histoire d'amour? Oui, absolument, c'est une histoire d'amour. Faso Academy a toujours été présent dans les manifestations de la rentrée RTB. D'habitude, la grande finale de Faso Academy a lieu lors de la rentrée RTB. Mais cette fois-ci, la rentrée RTB se fera avec une soirée Prime concert à l'occasion de la rentrée RTB. Et pour cela, j'invite même toute la population qui suit maintenant le journal télévisé à venir nous rejoindre dans les jardins de la RTB pour vivre cette soirée concert Prime spécial rentrée RTB avec Faso Academy. Voilà, dites-moi Magui, quelle sera la spécificité de cette soirée? Vous parlez de Prime, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Soirée Prime, c'est une soirée première, soirée première de la rentrée RTB dans les jardins de la télévision nationale du Burkina. Ce sera une soirée spéciale, à l'image de la belle soirée que nous avons eue lors de la finale de Faso Academy 2012. Ce soir, madame, monsieur, les académiciens seront en concert live et aussi en concert semi-live. Ils seront là avec le Django System de Bilaka Kora. Ils vous ont fait plaisir durant l'année 2012. Donc ce soir, le concert vous sera offert par les académiciens de Faso Academy. Vous êtes donc tous invités en ce moment même à venir nous rejoindre dans les jardins de la RTB pour vivre cette première soirée Prime de la rentrée RTB avec les académiciens. Donc c'est un véritable show qui nous attend. Un show qui nous attend, ce sera formidable. Il y aura beaucoup de reprises avec les académiciens qui sont superbement bien organisés. Ils chantent très très bien. Ce sont de véritables professionnels maintenant. Et puis il y aura évidemment des artistes professionnels qui seront là. La particularité, c'est le live réservé aux académiciens. Et cette fois-ci, les artistes professionnels, eux, seront là pour le playback. On aura Greg, on aura Faso Combat, on aura Sandrine Nama qui a été finaliste de Faso Academy en 2006. Il aura aussi Smarty. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que ce soir, lors de cette soirée, il aura l'exclusivité avec le nouveau titre de Bill Akakora qui sera chanté ce soir même. Le titre c'est Akosongo. C'est une surprise. Voilà, Magui Leslie Oka, dites-moi, est-ce qu'il y aura des prix ce soir? Il y aura des prix. C'est vrai qu'on a eu la finale de Faso Academy le 2 novembre dernier. On n'a pas remis les prix de la finale parce qu'on voulait remettre ces prix-là à l'occasion de la rentrée RTB. Ce soir, les 5 finalistes de Faso Academy 2012 vont rentrer en possession de leur prix et il y aura bien entendu la remise de ces fameux 3 millions de francs CFA au grand gagnant qu'est Ahmed Nitiema. Voilà, Magui Leslie Oka, ma dernière question porte maintenant sur la perspective Faso Academy 2013. Est-ce que ça se prépare et oui, dans quelles conditions et comment cela va se dérouler? Ça se prépare parce que Faso Academy, c'est le rendez-vous de la jeunesse grâce à la radio-télévision du Burkina. Faso Academy 2013 se prépare déjà. Nous allons, à partir de mars-avril, commencer à faire les premières annonces pour que toute la jeunesse du Faso s'inscrive avant les castings. Ils seront tous informés. Et puis, le grand lancement de Faso Academy 2013, ce sera certainement fin juillet ou à tout casser demi-août
début août. On aura l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, madame, monsieur, population de Ouagadougou, nous vous invitons à venir nous rejoindre dans les jardins de la RTB pour vivre cette première soirée Prime, grand concert de Faso Academy 2012. À l'occasion de la rentrée RTB, venez, il y a encore de la place, on vous attend et on espère que vous serez des nôtres. Voilà, Alfred Nikema, c'est sur cette note d'invitation à venir vivre un show inédit que je vous remets l'antenne. Merci. Merci donc à vous, Amadou Ardo Diko et à Magui Leslie Oka. Et rendez-vous donc tout à l'heure en direct sur la RTB aux environs de 21h pour vivre cette soirée réservée aux académiciens. Une soirée qui marque le début des manifestations entrant dans le cadre de la rentrée RTB 2000, la 7e du moins, rentrée RTB. Et puis en sport, les supporters des étalons ont quitté Ouagadougou ce matin même pour l'Afrique du Sud. La délégation est conduite par le ministre des Sports et des Loisirs et le reportage est de Modeste Ouedraogo. C'est une délégation d'environ 100 personnes composée de supporters, d'officiels et de journalistes qui ont embarqué ce vendredi matin pour l'Afrique du Sud. Un vol spécial d'Air Burkina qui témoigne de la volonté des autorités d'apporter le soutien de la nation tout entière aux étalons qui entrent en liste ce lundi face au Nigeria. Je dois d'abord remercier le gouvernement de Burkina Faso pour avoir permis ce vol spécial qui va permettre effectivement aux supporters d'aller tranquillement en Afrique du Sud. Et comme vous le savez, hier on a rencontré les supporters et il était de notre devoir de leur donner les conditions de vie au niveau même de l'Afrique du Sud. Vous savez que c'est un grand pays et nos supporters aussi se devaient en tout cas de connaître un peu les réalités de ce pays-là. Donc c'était l'occasion pour nous de leur dire ils vont en mission, comme les étalons footballeurs d'ailleurs. Donc ils doivent honorer le pays et par leur comportement. Et il était effectivement de notre devoir en tout cas de rappeler ces aspects-là. L'Union nationale des supporters des étalons qui a sonné la mobilisation depuis la qualification entend apporter leur soutien aux étalons à travers des stratégies qui feront sentir la présence du Burkina Faso en Afrique du Sud. Ce qui va marquer le plus d'abord est que tous ceux qui seront du voyage là, une fois en esprit, chaque tour que Dieu fait, pense que quel que soit le lieu où la personne se trouve, il y aurait un signe du Burkina, les gens sauraient que c'est un Burkinabé. C'est pour aller soutenir les étalons. Donc, je le demande au nom du Seigneur, au nom du Dieu et au nom de la population de Burkina Faso. Ils n'ont qu'à avancer un peu, même si c'est en finale. Là, on va voir l'accueil. L'aéroport sera plein. En Afrique du Sud, c'est pas aller là, c'est pas amusement. Hein. Il fait froid là-bas. Mais comme je suis la mascotte, c'est obligé que je le fasse. Avant le décollage, le commandant de bord, Claude Tapsoba, a remis une enveloppe aux supporters. Un geste qui est la preuve de l'union et la solidarité de tous les Burkinabés autour des étalons qui devront avoir des ailes en Afrique du Sud pour voler encore plus haut. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition. Rendez-vous tout à l'heure aux environs de 21h en direct sur la RTB pour vivre la 7e rentrée RTB. Merci de nous avoir suivis et de nous suivre toujours. Bonsoir.